Bonjour à tous, chers élèves. Donc aujourd'hui, nous allons inaugurer la version audio du cours. Ça va diversifier un peu l'enseignement, que ce soit un peu moins monotone. Et comme ça, vous allez retrouver ma voix. Voilà. Alors, le continent américain entre tension et intégration régionale. Alors, c'est un chapitre qui comportera trois parties. Donc, je vais vous énoncer tout d'abord l'introduction. Donc, le continent américain connaît de nombreuses disparités économiques, culturelles et des contrastes politiques importants. On y voit des tensions nombreuses visibles dans cet espace. Il existe notamment des tensions externes liées à la domination américaine et au respect des frontières. Par ailleurs, les sociétés américaines sont marquées, vous le verrez aussi par la suite, par une forte fragmentation sociale qui provoque des tensions internes considérables. Le continent américain est en voie d'intégration économique par l'importance des flux qui le traversent. Au niveau politique, il existe des organisations qui ont été créées et on le verra également avec plus ou moins de réussite. Il n'en reste pas moins que l'intégration du continent aujourd'hui est difficile par la grande diversité des États qui le composent. Donc la problématique est la suivante: dans quelle mesure l'Amérique est-elle engagée dans un processus d'intégration régionale? Alors, première partie, un continent contrasté. Alors, tout d'abord, il faut parler des disparités socio-économiques, donc petites. Les écarts de développement sont importants entre les sous-ensembles continentaux. Le Nord est plutôt développé, les États-Unis, le Canada. C'est d'ailleurs un des pôles, vous savez, de la triade élargie, alors que le Sud du continent est beaucoup plus diversifié, fragmenté. Alors, nous allons commencer par les États-Unis. Alors, les États-Unis sont la première puissance du continent avec 23% de sa superficie et 80% de son PIB. Ils concentrent les flux commerciaux, environ 30% des importations et d'exportations du continent, et sont les premiers investisseurs du continent. Ils représentent à eux seuls plus de la moitié du stock d'investissement direct à l'étranger. Ils sont les premiers pays d'accueil pour les immigrants provenant de l'Amérique latine. Il y a donc une fracture nord-sud qui est assez marquée. Les pays d'Amérique latine font partie des Suds car leur situation est très contrastée. Le Brésil est la puissance régionale de l'Amérique du Sud, et avec trois autres États, le Mexique, l'Argentine et le Chili, ils forment ce qu'on appelle, vous savez, les jaguars. La plupart des pays restants font partie des PMA, donc c'est-à-dire les pays les moins avancés de la planète. On peut nommer par exemple l'État d'Haïti. À l'intérieur des États d'Amérique latine, les inégalités sont très fortes. C'est bien aussi, vous le savez, je vous avais déjà dit, de faire un rapport notamment à l'échelle, c'est-à-dire voilà, échelle, des emboîtements d'échelle dans les différents espaces. C'est pour ça qu'on parle du continent tout d'abord, et puis après, on va focaliser sur des espaces un peu plus petits, donc les États, et puis après, les quartiers. Alors, sur les inégalités au niveau des États en Amérique latine, elles sont très fortes. Et d'ailleurs, c'est la région du monde la plus inégalitaire. La situation des indigènes, qui sont des habitants appartenant à un groupe ethnique, qui était présente avant la colonisation, est précaire. Et dans certains États, ils sont une forte communauté. En Bolivie, c'est 60% des Boliviens qui sont considérés comme indigènes. À l'échelle nationale, on observe des espaces intégrés à la mondialisation, alors surtout les littoraux, les métropoles, et l'on trouve également des espaces intérieurs et ruraux qui sont à la marge du développement. Le Brésil, par ailleurs, comporte des inégalités très marquées entre le sud, le sud-est et le reste du territoire qui apparaît tout de même moins développé, c'est le cas du nord-est, ou encore des espaces en retrait à la marge, mais qui sont de plus en plus développés, parfois au détriment de l'écologie. C'est par exemple évidemment tout ce qui concerne la forêt amazonienne. Donc à l'échelle locale, on change encore d'échelle, les disparités économiques sont très importantes. Ça, c'est visible notamment entre les centres des villes et les quartiers périphériques, qui comprend beaucoup, pour la plupart des bidonvilles, qui combinent et concentrent pauvreté et violence. Donc là, vous avez des exemples qui sont très nombreux dans la ville de Rio, de Sao Paulo par exemple. Vous avez notamment un quartier, le quartier Morumbi à Sao Paulo, qui jouxte des quartiers résidentiels. Donc ça, on peut le voir sur certaines photos. Alors, les inégalités sociales génèrent également des violences.
dans ces États d'Amérique centrale surtout, Salvador, Honduras. On en trouve aussi sur le continent américain, bien sûr, au sud, comme au Venezuela. Ces États connaissent d'ailleurs les plus forts taux d'homicide au monde. La criminalité est largement liée au narcotrafic. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'économie de la drogue. Malgré une réduction de la pauvreté, un quart de la population urbaine habite dans des bidonvilles, donc c'est tout de même considérable. Et c'est le taux, je crois, qui est le plus important dans le monde. Donc petit B, nous allons maintenant aborder les disparités culturelles. Donc il existe des contrastes culturels euh, très importants à l'échelle du continent. Le modèle anglo-saxon s'oppose au modèle latino-américain. Malgré une diminution progressive des disparités, en raison du métissage et de l'influence des États-Unis, la diversité culturelle aujourd'hui reste tout de même très marquée. L'Amérique du Nord est majoritairement protestante et anglophone, alors que l'Amérique latine est principalement catholique et hispanophone. Néanmoins, cette opposition est atténuée par les effets de la mondialisation. Cette dernière contribue à diffuser un mode de vie occidental et surtout américain, notamment les médias, les grandes multinationales qui diffusent la culture américaine. On peut citer par exemple Disney dans le domaine du textile, Nike. Et puis n'oubliez pas aussi tout ce qui est lié aux grands médias, aux chaînes d'infos et aux séries américaines et bien sûr aux grands films hollywoodiens. Donc à l'opposé, l'immigration des latinos aux États-Unis, plus spécifiquement en Floride et en Californie, influence culturellement le nord de l'Amérique. La population latino, c'est la première minorité aux États-Unis. Tout de même, on approche les 20% de la population. C'est une moyenne, mais vous savez qu'ils sont beaucoup dans les États du sud des États-Unis, notamment en Floride, en Californie. Et d'ailleurs, vous avez une chaîne, un CNN en langue espagnole, qui est diffusée sur l'ensemble du continent depuis Atlanta. Alors, vous avez un État également qui développe sa culture au niveau mondial, qui essaye en tout cas d'augmenter le rayonnement de sa culture. C'est le Brésil qui développe son soft power. Alors, comment il procède tout d'abord par l'organisation d'événements à rayonnement mondial. C'était notamment le cas de la Coupe du Monde de football et en 2016 les Jeux Olympiques. Et puis vous avez un événement international qui a un fort écho, c'est le carnaval de Rio, qui est une renommée mondiale. Et puis sachez également que vous avez tout ce qui est lié aux séries, également avec les telenovelas, qui sont retransmises dans le monde entier, mais évidemment qui touchent surtout un public lusophone. Alors, nous allons aborder maintenant les contrastes, petits c, les contrastes politiques et géopolitiques. Donc les disparités sont ensuite politiques avec des régimes très différents. Les démocraties dominent sur le continent, même si on observe des oppositions idéologiques entre les régimes plutôt situés à gauche, voire à l'extrême gauche, socialistes, et les libéraux. Donc, depuis les années 90, l'Amérique latine a connu une vague de victoires de partis socialistes qui ont mis en place des régimes à gauche, même parfois un peu plus qu'à gauche. C'est notamment le cas d'Hugo Chavez au Venezuela, qui a été remplacé par Nicolás Maduro, et vous savez que cela se passe très mal dans cet État, avec la mise en place en tout cas d'un semblant de dictature. Au Brésil, vous avez eu Lula da Silva qui représentait les personnes qui étaient sans terre au Brésil. Puis vous avez aussi Dilma Rousseff, qui a été aussi, de toute façon les deux dirigeants ont été, vous savez, poursuivis pour corruption, et Lula est d'ailleurs en prison. Alors ce qu'il faudra remarquer dans de nombreux États en Amérique du Sud, c'est que souvent les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir en tout cas, sont suspectés d'avoir été corrompus donc par les gens influents, par des entreprises, mais aussi par notamment tout ce qui est lié au trafic de drogue, les narcotrafiquants. Et ça, c'est le cas notamment du Mexique, où là, c'est vraiment problématique. Et on voit que les mafias ont un rôle évidemment très influent dans toute la population, et même parfois jusqu'au sommet de l'État. Donc vous avez eu en Bolivie l'élection de Sin Morales, de Corée en Équateur, donc tout ça ce sont des représentants de la gauche, et de l'extrême gauche. Ces différents partis au pouvoir ont pour objectif de diminuer la pauvreté. Au Venezuela d'ailleurs, cela a fonctionné, puisque la pauvreté a diminué de 46 à 28%.
Une autre priorité était de contrôler l'économie par l'État par l'application d'une planification. La dernière priorité était de lutter notamment contre l'impérialisme américain. Donc vous avez un grand nombre de ces États qui sont opposés à la politique américaine, non seulement liés à son système économique, mais aussi à la volonté des États-Unis de s'ingérer. Vous savez que depuis la doctrine Monroe de 1823, les États-Unis, et là c'était surtout visible pendant la guerre froide, sont intervenus de nombreuses fois pour empêcher le développement des partis communistes, socialistes. Et depuis, ils interviennent surtout pour lutter contre le trafic de drogue et faire des opérations coup de poing. Donc à l'opposé, les États-Unis se présentent comme les champions du libéralisme. Ainsi, depuis 1991, vous avez eu un processus de démocratisation qui s'est déroulé en Amérique latine, qui est appuyé évidemment par aussi les États-Unis. Et vous avez Cuba, qui reste quand même un cas à part, qui développe avec le Venezuela tout de même encore des aspects d'un régime totalitaire. Bon, les relations se sont tout de même améliorées entre les États-Unis et Cuba, puisque vous savez que depuis l'installation au pouvoir de Fidel Castro pendant la guerre froide, et au cours des années 60, 70 et 80, vous avez eu quand même des fortes tensions liées à la présence de ce satellite de l'URSS à quelques kilomètres de la Floride. Alors nous allons aborder maintenant un continent qui connaît des tensions, donc en deuxième partie. Alors, petit a, les tensions liées à la domination américaine. Donc depuis la doctrine Monroe de 1823, alors je vous rappelle que c'est une doctrine qui a été énoncée par le président américain Monroe, qui affirme que toute intervention étrangère sur le continent américain est considérée comme une atteinte aux intérêts des États-Unis, et également l'idée de la destinée manifeste. Vous savez, c'est l'idée selon laquelle les États-Unis doivent défendre et diffuser leur civilisation pour aider le monde, empreint de liberté aussi commerciale, économique. Les États-Unis contrôlent et surveillent les événements ayant lieu en Amérique latine. Là, ça, je vous l'avais dit un peu plus haut. Donc, vous avez de nombreux États d'Amérique qui contestent cette vision. Tout d'abord le Brésil, la puissance régionale qui va imposer sa nouvelle stature économique. Et vous savez que le Brésil a critiqué notamment la présence de bases militaires en Colombie. Elle a aussi prévu un développement du nucléaire en coopération avec la France, car elle veut se détacher des États-Unis également. C'est une volonté d'indépendance par rapport à la politique des États-Unis. Et elle participe également de nombreuses organisations économiques régionales au sein de l'Amérique du Sud. Vous avez le Venezuela qui s'oppose aussi fortement aux États-Unis par l'idéologie du bolivarisme, qui prône l'unification des peuples d'Amérique latine, considérés comme dominés par les États-Unis. Et vous savez que cet État est mené par Nicolás Maduro, qui mène une politique tout de même autoritaire. Et d'autres États comme le Venezuela ou l'Équateur veulent réaffirmer leur idéologie politique. Alors, sur le continent, nous avons aussi des tensions liées au respect des frontières. Vous allez mettre petit b les tensions frontalières. Alors, de nombreuses tensions proviennent des rivalités territoriales qui ont trait aux frontières. Ces conflits ont surtout pour objet l'appropriation des ressources, notamment le pétrole, ou le rejet d'un groupe spécifique, comme les migrants. La Bolivie est en conflit avec le Chili pour un accès à la mer. Vous savez qu'au XIXe siècle, vous avez eu une guerre, la guerre du Pacifique, entre le Chili et la Bolivie, qui s'est terminée par la victoire du Chili. Et cela a eu des répercussions très importantes, puisque la Bolivie n'a plus accès, depuis la fin du XIXe siècle, à la mer. Et donc cela, évidemment, ravive les tensions entre les deux États. Donc la Bolivie, du fait de ce non-accès à la mer, n'est pas intégrée pleinement à la mondialisation. Vous avez également des conflits entre la Colombie et le Venezuela au sujet du contrôle des eaux territoriales. Il existe également des tensions entre les États-Unis et le Canada pour l'exploitation future des routes de l'Arctique. La Colombie a connu des tensions avec les États aussi voisins, comme l'Équateur, le Venezuela, car elle est accusée d'abriter des membres de l'organisation armée des FARC, un mouvement révolutionnaire d'inspiration marxiste. Le contrôle des flux migratoires par les États-Unis est également un sujet de tension à de nombreux États du continent, notamment avec le Mexique. Donc, vous savez que Trump avait voulu construire un mur. Je crois que c'est une promesse de campagne, donc il n'a pas encore réalisé. Mais cela a ravivé les tensions entre les deux États, puisque selon Trump, c'est le Mexique qui devrait payer le mur. Et puis Trump critique également la politique migratoire mexicaine, qui les suspecte de laisser entrer donc des migrants
hein, qui pourraient ensuite se diriger vers les États-Unis. Donc le dispositif anti-migrants est constitué de barbelés, d'un mur de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il sert officiellement à lutter contre le passage de la drogue, mais il est peu efficace. Hein, vous avez des tunnels, l'installation de catapultes. Alors, vous savez aussi que tout de même, les États-Unis surveillent cette frontière de près, notamment par l'utilisation de drones et de moyens aériens. Le Mexique avait d'ailleurs détruit un morceau du mur qui empiétait sur son territoire. Donc les États-Unis interviennent régulièrement en Amérique du Sud aujourd'hui pour pourchasser les trafiquants de drogue. Alors vous avez également des tensions internes. Donc les États connaissent de nombreuses tensions internes liées aux inégalités socio-économiques, aux activités criminelles et aux revendications indigènes. Les disparités économiques entraînent des oppositions parfois violentes à l'intérieur des sociétés d'Amérique latine. On a en Amérique latine les sociétés les plus violentes au monde. Donc en 2014, un exemple, le Brésil a connu des émeutes avant la Coupe du Monde. Les populations pauvres des bidonvilles de Rio manifestaient leur opposition aux dépenses très importantes liées à l'organisation de l'événement. Ils auraient préféré que ces hommes soient investis, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, notamment aussi dans les favelas, les bidonvilles du Brésil. En outre, le trafic de drogue génère des conflits très violents en Amérique latine. Les cartels, qui sont des organisations criminelles qui contrôlent les trafics de drogue, rivalisent et les règlements de compte sont très courants. Au Mexique, au Salvador, en Colombie. Les actes criminels peuvent aussi provenir d'autres sources, liées au kidnapping, à l'extorsion, au trafic de personnes. Caracas, d'ailleurs, au Venezuela, est l'une des villes les plus violentes au monde. Vous avez la formation de gangs, les maras, qui signifie les fourmis chasseuses, ou marabunta. Et cela s'explique par des discriminations sociales et concerne principalement les villes. Et d'ailleurs, des quartiers entiers sont sous contrôle de ces gangs. Au Salvador, vous avez 15 quartiers urbains qui sont véritablement contrôlés et occupés donc par les mafias au Salvador. Les populations indigènes, Maya, Inca et Aztèques, revendiquent une reconnaissance culturelle, politique et territoriale. En Bolivie, d'ailleurs, les indigènes contribuent à l'élection de Morales, qui est le premier président indigène d'Amérique latine. Il a été réélu en 2009 et en 2014. Au niveau culturel, le guarani, qui est devenu la langue officielle du Paraguay, le xinca est devenu une des langues officielles du Guatemala. Donc vous avez tout de même des populations indigènes qui, malgré le fait qu'ils soient souvent mis à l'écart de la population, ont parfois obtenu des privilèges, en tout cas la reconnaissance de leur langue, et ont également parfois obtenu des revendications territoriales, comme les Inuits, qui ont obtenu un droit de gestion au Canada, le territoire du Nunavut. Alors nous allons terminer par la troisième partie, c'est un continent en voie d'intégration. Alors, nous avons bien vu que ce continent est, du fait de sa diversité politique et économique, a des difficultés d'intégration, qui connaît des tensions. Mais malgré tout, vous avez eu des essais, des tentatives pour unir le continent, et on va voir tout de même que ces tentatives sont souvent très difficiles. Donc, petit a, les organisations régionales. Donc, le continent américain comporte deux grandes organisations régionales qui sont l'ALENA et le Mercosur. Donc l'ALENA a été créé en 1914. Vous savez qu'il a récemment changé de nom. Il regroupe les États-Unis, le Canada, le Mexique. Elle organise la libre circulation des marchandises, des capitaux et exclut la libre circulation des personnes. C'est un marché de plus de 460 millions de personnes et c'est la première aire de puissance de la planète. Vous avez ensuite le Mercosur qui a été fondé en 1991, qui est le marché commun du Sud. Il comprend le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. C'est un marché commun qui a permis le développement des réseaux de transport entre ses membres et donc, vous savez, une plus grande interconnexion entre les différents espaces d'Amérique du Sud par le biais de routes transcontinentales, et il comprend aussi un réseau de gazoducs. L'intégration régionale renforce l'activité, notamment le long, vous savez, des corridors de développement, qui sont des axes routiers et ferroviaires, qui relient des métropoles et qui permettent de développer les régions traversées. Et le long également des frontières, on se rend compte que les frontières sont aussi dynamiques, car des lieux d'échange. Ce sont des traités sur le continent qui sont essentiellement économiques, et qui visent à établir des zones de libre-échange, diminution, suppression des droits de douane par exemple. Vous avez également de nombreuses autres organisations qui sont moins complètes,
comme l'UNASUR, qui est l'Union des Nations Sud-Américaines, qui réunit les États d'Amérique du Sud sur la thématique de l'énergie et les transports. N'oublions pas aussi les 14 États des Caraïbes, qui sont réunis dans la communauté caribéenne, le CARICOM, et associés à l'Union européenne. Au niveau politique, vous avez une organisation également, l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique, qui a été créée au temps de la guerre froide, sous l'impulsion des États-Unis, qui groupe aujourd'hui 35 États. Elle statue aujourd'hui sur l'état de la démocratie et les thèmes de la sécurité, notamment les luttes contre le trafic de drogue. Donc évidemment, elle a perdu son objectif premier, qui était de lutter contre les pays socialistes et évidemment proches de l'URSS. Et aujourd'hui, tout comme l'OTAN, elle a trouvé quand même d'autres objectifs, notamment combattre le trafic de drogue. Certains accords entre les États d'Amérique du Sud ont pour objectif de contrer la politique économique américaine. J'en avais parlé plus en avant. Le Venezuela a favorisé la création de l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique, qui comprend le Venezuela, le Nicaragua, Cuba et l'Équateur. L'objectif est de reconstruire les relations entre les États, qui ne soient pas centrées sur le commerce, mais sur les principes de solidarité, de coopération, de complémentarité, de réciprocité. Donc quelque part, vous avez donc une organisation qui se veut plus humaine et moins basée sur des critères économiques. Alors, le continent est traversé également par des flux, donc c'est petit b, des flux de plus en plus importants. Donc les flux économiques permettent une intégration croissante du continent. Les organisations régionales favorisent une forte augmentation des flux commerciaux. Depuis la création de l'ALENA en 1994, les échanges commerciaux ont d'ailleurs triplé entre les trois membres, mais on constate qu'ils sont dissymétriques et que cet accord profite surtout aux États-Unis. D'ailleurs, ils exportent vers l'Amérique latine des produits de haute technologie, des produits agroalimentaires transformés. Ils importent des matières premières, le bois, le pétrole, qui sont à faible valeur ajoutée. Les flux financiers sont ainsi essentiellement de direction nord-sud. Les flux d'IDE provenant des États-Unis sont remarquables, considérables, et notamment permettent l'installation, la construction d'usines en Amérique du Sud. Alors n'oublions pas aussi les flux humains, qui participent également à l'intégration économique, les flux migratoires au sein de l'Amérique latine et entre l'Amérique latine et les États d'Amérique du Nord sont les plus importants au monde. Ils donnent lieu à des transferts de fonds considérables vers les pays de départ. Les travailleurs d'Amérique centrale se rendent aux États-Unis où ils deviennent une main-d'œuvre bon marché. À l'opposé, les touristes canadiens et états-uniens font fonctionner surtout l'économie des Caraïbes et des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Brésil. Alors, malgré ces paramètres, ces facteurs d'intégration que nous avons vus maintenant, il faut tout de même remarquer qu'il y a beaucoup de limites à cette intégration économique et politique. Donc, petit c. Le continent comporte une vingtaine d'organisations. L'intégration économique et politique du continent n'existe aujourd'hui pas. Le projet de zone de libre-échange des Amériques, qui a été lancé en 1994, ZLEA, à l'initiative des États-Unis, et qui prévoyait une intégration à l'échelle du continent, n'a pas été mis en place, car vous avez l'opposition du Brésil et du Venezuela, qui lui est à l'origine de la création de l'ALBA, pour concurrencer ce projet. Les deux grandes organisations, ALENA et Mercosur, ne couvrent d'ailleurs qu'une partie du continent. Alors pourquoi ces limites d'intégration? C'est parce que justement vous avez trop d'associations régionales, vous avez une superposition, une multiplication des associations régionales qui freinent la coopération. Ces deux associations sont dominées par les États-Unis et le Brésil. Les autres États membres sont souvent défavorisés. Le Mexique, d'ailleurs, dans le cadre de l'ALENA, ne peut pas s'opposer à la concurrence des produits agricoles des États-Unis qui sont largement subventionnés. Et également, les États-Unis bloquent également les flux migratoires à la frontière. Je rappelle que l'ALENA, c'est un accord strictement économique. L'ALENA génère un rapport, d'ailleurs, voilà, je vous l'ai dit, de force inégale. Les FTN, les grandes multinationales américaines, installées au Mexique, sont les premières bénéficiaires de cet accord. Vous savez, c'est surtout les entreprises fixées américaines de l'autre côté de la frontière, donc basées au Mexique, qu'on appelle les maquiladoras, qui profitent donc d'une main-d'œuvre mexicaine, peu chère. Certains espaces ne bénéficient pas beaucoup de cette intégration, excepté la zone frontalière appelée Mexamérique. Alors Mexamérique, c'est la frontière entre les États-Unis, je viens de le citer juste avant,
et du Mexique. Et effectivement, c'est une frontière dynamique avec de multiples échanges, hein. Et ce n'est pas le cas des espaces qui sont beaucoup plus éloignés et qui sont même parfois à la marge, hein, de la mondialisation, loin des côtes, loin des frontières. Et ces espaces, souvent ruraux, hein, sont effectivement peu intégrés, hein, dans le continent, même si pour l'Amazonie, même si l'Amazonie c'est peut-être un cas à part, hein, vous avez des tentatives par le Brésil, ou un Brésilien, de développer cette enclave, mais le problème c'est que ça se fait surtout au détriment des populations locales et bien sûr de la biodiversité. Mais vous avez en Amazonie une exploitation, hein, qui fait reculer la forêt, exploitation liée à pastorale, liée à l'élevage, mais aussi, vous savez, au défrichement, hein, pour l'exploitation du bois. Et vous avez eu aussi, à côté de l'Amazonie, hein, des champs pétrolifères qui ont été découverts et qui sont exploités. Donc tout cela, si vous voulez, concourt aussi à la surexploitation aujourd'hui de la forêt amazonienne. Donc voilà, le cours se termine. Donc j'espère que bon, c'était sous cette forme-là que vous avez pu donc bien mémoriser. Et puis je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Au revoir.